Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Bonsoir à tous, il est 20h02, Magali Berda en direct sur Sud Radio du lundi au jeudi. On vit pas dans la même France, une émission qui casse les codes. Alors c'est très simple, c'est une émission qui me tenait très à cœur puisqu'elle rassemble mes deux passions, les influenceurs et les politiques, les institutionnels, deux mondes que tout oppose, qui ne se parlent jamais. Et grâce à cette émission, on arrive à les mettre en face à face. Alors du coup, pour les influenceurs, c'est très sympa parce que ça les fait parler d'autres choses, de changer un petit peu d'exercice des réseaux sociaux, de passer sur la radio. Et les politiques et les institutionnels, eux, ça leur demande un exercice terrible, c'est de parler normalement. Voilà, c'est juste de se faire comprendre et de parler normalement pour que tout le monde les comprenne, histoire de réconcilier un petit peu la politique avec les gens qui sont déconnectés, qui la comprennent plus et qui du coup ne s'investissent plus dans notre cher pays. Eh bien, on les ramène un peu à ça, et si on peut en ramener même un seul, je serais ravie. Mais je crois qu'on en ramène plutôt pas mal parce que on a des très très bons retours sur les réseaux sociaux, donc merci à vous tous. On fait des scores sur nos Reels Insta. Incroyable. Sur le compte Instagram de Sud Radio, on est hyper fiers. Donc c'est un carton sans nom, Magali. Alors, celui qui parle, vous le reconnaissez bien évidemment, c'est Mathias. C'est le monsieur des réseaux sociaux de l'émission. C'est mes yeux, mes oreilles. Il vous lit, il vous répète. Voilà, c'est votre voix, puisque c'est votre émission, bien évidemment. Bonsoir Mathias. Bonsoir Magali. Ça va Mathias? Écoute, j'étais très fort en histoire. Ouais. Et tu sais que ce soir, Nicolas Sarkozy, c'était quand le dernier président qui a été en prison? Non. C'était Louis XVI. Oula. Ah bah donc, oui. pour te dire, tu vois, c'est une bonne info. T'as fait Google tout à l'heure. T'as fait une recherche. Ok, parfait, c'est très bien. Et ben voilà. Donc du coup, ce soir, on va parler d'un sujet, un ancien président de la République en prison. Est-ce que vous êtes choqués? Est-ce que ça vous choque? Oui ou non? C'est un vrai débat parce que Nicolas Sarkozy, vous avez vu, la nouvelle est tombée. Il a pris 5 ans de prison ferme avec un mandat de dépôt différé. Donc on va y revenir. C'est un nouveau quinquennat pour lui. Toi, je t'interdis de te moquer de Nicolas Sarkozy parce que voilà. Ce soir, pour répondre à cette question, on reçoit porte-parole et orateur national du Parti Reconquête, Monsieur Jean Messia, qui va débattre en face de Avi Bitton, qui est avocat. Et pourquoi Avi Bitton, il est avocat et il prend la place de l'influenceur ce soir? C'est parce que Avi Bitton, qui est avocat, il a je ne sais plus combien de centaines de milliers de followers. Je crois qu'on se rapproche du million. 1 million sur les deux plateformes cumulées, 300 000 sur Instagram et 600 000 sur TikTok. Attends, tu vas me le refaire un petit peu plus calme. 1 million d'influenceurs en cumulé. Non, 1 million de followers. De followers, pardon, je suis traumatisé. Voilà. 1 million de followers en cumulé, ça veut dire 300 000 sur Instagram et un peu plus de 600 000 sur TikTok. C'est incroyable. Incroyable. Et Jean Messia, vous avez combien, vous? Je sais pas, vous n'avez pas cherché? Non. Plusieurs centaines de milliers. Avi Bitton, bonsoir, vous êtes avec nous pour ce soir. Bonsoir. Comment allez-vous? Merci d'être là déjà. Merci à vous de m'avoir invité. Est-ce que vous vous considérez influenceur, vous, ou pas? Honnêtement, il faudrait déjà qu'on me dise c'est quoi un influenceur. Moi, tout simplement, je suis avocat et je partage mon savoir. Je donne des informations, des conseils pour les cadres qui sont en souffrance dans leur entreprise et qui veulent négocier leur départ. Voilà, c'est comme ça que je me définis. Est-ce que c'est ça un influenceur? Peut-être. Je les influence, effectivement, pour les inciter à se défendre, à défendre leurs droits. Oui, c'est ce que je fais depuis 20 ans. Mais disons que vous avez une telle base de followers sur vos réseaux sociaux, il y a tellement d'abonnés sur vos comptes que, quelle que soit votre prise de parole, vous ciblez des gens et du coup, on peut dire que vous êtes influenceur parce que vous influencez forcément les gens quand vous parlez. Vous avez une telle audience, plus qu'un média. Je vous avoue, vraiment, je vous le dis, je n'en reviens pas moi-même. Effectivement, aujourd'hui, je suis l'avocat le plus suivi en France sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, il y a pas mal de confrères qui viennent me voir, qui me disent « Donne-nous des ficelles, c'est quoi ton secret ?» Mais je ne sais pas quoi leur dire, parce que moi-même, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Vous faites des vidéos? Oui, je fais des vidéos. Alors c'est vrai que j'ai une bonne agence, je la cite, c'est Agence Personnelle. C'est eux effectivement qui me coachent, qui font mes vidéos. Donc vous êtes monétisé sur TikTok?
Alors, monétiser, non, je cherche pas à faire Est-ce que d'argent. vous gagnez des sous non. sur TikTok? Alors, je ne suis pas monétisé dans le sens où mes vidéos ne me rapportent pas d'argent sur TikTok. En revanche, évidemment, certains cadres me contactent parce qu'ils ont vu mes vidéos. Oui, ça vous fait gagner de la clientèle. Voilà, effectivement, ils me le disent quand ils viennent à mon cabinet. Alors, c'est des directeurs financiers, des membres de comités de direction, de comités exécutifs, des cadres dirigeants, comme on dit. Et je suis très étonné parce que quand ils arrivent à mon bureau, ils me disent: maître, écoutez, je vous ai trouvé sur TikTok, je vous ai trouvé sur Instagram, sur YouTube. On vous demande des photos dans la rue? Ah oui, alors vous on êtes m'arrête. influenceur, c'est bon. Ah oui, on m'arrête effectivement quand je marche Est-ce que vous faites du placement de produits pour des crèmes? Non, ni pour des ouvrages juridiques, ni pour quoi que ce soit. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas que ça à faire parce que je traite mes dossiers, je conseille mes clients, donc voilà. Alors vous êtes avocat au barreau de Paris depuis plus de 20 ans, spécialiste reconnu donc en droit du travail et en droit pénal. C'est dommage qu'on ne s'était pas encore rencontrés, d'ailleurs, c'est bizarre. Alors pardon, je vais faire une petite rectification quand même, parce qu'on a une déontologie. Je ne suis pas spécialiste. Pour être spécialiste, il faut passer un certificat de spécialité, mais vous avez de grands avocats dans leur domaine qui ne se donnent jamais la peine de passer le certificat de spécialité. Donc moi, je ne l'ai pas passé, mais par contre, c'est vrai que ça fait plus de 20 ans que je conseille les cadres dans leurs négociations de départ, oui. Merci Jamy. Justement, vous êtes intervenu dans des dossiers impliquant Nicolas Sarkozy, Dominique Strauss-Kahn, Karim Benzema, ainsi que dans l'affaire Benjamin Mendy. Pardonnez-moi, là aussi... Je m'excuse. Attendez, excusez-moi, c'était vraiment la sonnerie de téléphone de Jean Messia là qu'on vient d'entendre? Alors attendez, parce que excusez-moi, je suis obligée de couper cette interview. Et moi, je suis obligée quand même de rectifier. Je ne suis pas intervenu dans les affaires Nicolas Sarkozy. J'ai été interviewé sur ces affaires, mais je ne suis pas intervenu dans ces affaires. Dans la presse. C'est ça que je voulais dire. Fin maître. Par contre, par contre, excusez-moi, je reviens sur la sonnette du téléphone de Jean Messia. C'est la Marseillaise. Il a mis la Marseillaise. Réessaye. Mais qui fait ça? Moi. Est-ce qu'on peut faire sonner le téléphone de Jean Messia, s'il vous plaît? Alors, attendez, Dès qu'il va dire des bêtises, tu fais sonner son téléphone, Yannick. Attends, on va entendre là. Attendez, écoutez bien. Vous l'entendez ou pas? Patriote jusqu'au bout. Non mais ça va pas là. Debout. Non mais Jean Messia, ça va pas. Bon, alors je continue. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer sur les réseaux? Quelle a été votre première vidéo? Je me souviens pas de ma première vidéo parce qu'elle remonte à il y a très longtemps. Mais par contre, c'est vrai que je me suis dit que la vidéo, c'était un moyen simple, direct, efficace de donner des conseils. Et ça facilite aussi mon exercice parce que quand des salariés viennent me voir en consultation, je commence une phrase, ils la finissent. Ils me disent: oui, maître, j'ai vu dans une vidéo, vous avez dit ça. Vous les inspirez. Alors, on revient, restez avec nous. On revient ce soir sur Nicolas Sarkozy qui a été condamné aujourd'hui à 5 ans de prison, dont 2 fermes, pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Il est relaxé des accusations de corruption et détournement de fonds. Donc, restez avec nous parce que ça va être du lourd ce soir. On reçoit Jean Messia qui va débattre avec Avi Bitton qui est influenceur avocat. Moi je le dis, je mets mes mots. Restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h13, on est en direct, on vit pas dans la même France ce soir pour un débat très mouvementé sur Nicolas Sarkozy. Alors est-ce qu'un ancien président de la République en prison, ça vous choque ou pas? On reçoit Avi Bitton qui est avocat, qui rassemble à lui seul quasiment 1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Je suis sous le choc. Voilà, alors, j'aurais dû être avocate, je l'ai toujours dit à ma mère, elle n'a pas voulu m'écouter. Tu peux le prendre dans ton agence? Ah non mais de toute façon on va le signer des consorts là, ça y est. Et il va débattre ce soir en face de Jean Messia, qui est porte-parole et orateur national du parti Reconquête. Éric Zemmour. Parti Reconquête égale Éric Zemmour. C'est ça. Parce que nous, on parle à une cible. Sarah Knafo. Ah ben Sarah Knafo, évidemment. Sarah Knafo qui fait un carton en ce moment. Alors, c'est pourquoi. Donc aujourd'hui, on se pose la question, parce que Nicolas Sarkozy, on vient d'apprendre qu'il a été condamné à 5 ans de prison ferme, avec un mandat de dépôt différé, signifiant que Nicolas Sarkozy va aller en prison. Est-ce que moi j'arrive pas à y croire, hein. Attendez, on y revient. Va aller en prison prochainement malgré son appel. Ses proches Claude Guéant et Brice Hortefeux sont également condamnés. On écoute un audio tout de suite de Nicolas Sarkozy.
La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Alors, est-ce que vous comprenez, maître Bitton, que cette peine fasse autant de débats sur les médias aujourd'hui ? Alors humainement et en tant que citoyen français, évidemment, je le comprends. J'ai été ému. J'ai été ému comme tous ceux qui étaient autour de moi quand cette nouvelle est tombée. C'est notre ancien président de la République. Maintenant, évidemment, on peut en discuter juridiquement. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est habituel qu'un prévenu qui est condamné en première instance, donc pas définitivement, encore présumé innocent, sa condamnation peut être totalement renversée en appel. Et je rappelle que sur 4 chefs de prévention, il a été relaxé pour 3 d'entre eux. Donc il n'y a qu'une seule accusation qui est restée. Il y a une seule accusation qui a été retenue, pour laquelle il a été condamné à la peine maximale, 5 ans. Il fait appel. Ah, ils lui ont mis le max. Oui. Il fait appel. Tout peut changer en appel. Et sa cellule... Mais alors attendez, excusez-moi, mais très clairement, parce que nous, les gens qui nous suivent, c'est des gens comme moi, on se pose des questions très simples, etc. On comprend rien. Non, je rigole. Je comprends. Mais est-ce que sa cellule... Est-ce qu'on imagine Nicolas Sarkozy vraiment en cellule? Il aura une cellule aménagée, il aura une cellule... Est-ce qu'il peut être chez lui? Non. Est-ce qu'il peut avoir le bracelet et rester chez lui, par exemple? Non. Pas dans l'immédiat. Donc c'est sûr qu'il va aller en prison, sûr et certain. C'est sûr. Je ne veux pas rentrer dans des débats juridiques, mais bon, je veux quand même remettre les choses. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les statistiques en France, quand un prévenu est condamné à une peine de 5 ans ou plus au tribunal correctionnel, ce qui est le cas de Nicolas Sarkozy, dans 86% des cas, il y a effectivement... une exécution provisoire. C'est-à-dire que dans 86% des cas, il est incarcéré. Ce qui veut dire que dans 14% des cas, ça n'est pas le cas. Il n'y a pas d'incarcération, d'exécution provisoire. En d'autres termes, les juges avaient la faculté, la possibilité de le condamner à 5 ans de prison ferme, mandat de dépôt, mais sans exécution provisoire. Ce qui fait qu'il ne serait pas allé en prison. On aurait attendu l'appel. Et qu'on aurait attendu l'appel pour éventuellement incarcérer notre ancien président de la République. Ok, donc là, comme ils ont mis mandat de dépôt, il va y aller. Avec exécution provisoire, il va différer. Oui, c'est quand différer? Il va y aller différer. Alors, 14 octobre. Ça veut dire que le 13 octobre, il va passer devant un magistrat qui va devoir ordonner son incarcération dans un délai de 4 mois maximum. Mais c'est un délai de 4 mois maximum, c'est-à-dire que le magistrat peut lui dire « Monsieur, dans 1 semaine, vous êtes incarcéré ». Nicolas Sarkozy peut demander sa mise en liberté provisoire. À ce moment-là, à partir du moment où il demande sa mise en liberté provisoire, la cour d'appel a un délai de 2 mois maximum, pour statuer et éventuellement ordonner sa mise en liberté en attendant son procès en appel. Oui, mais il va aller dormir là-bas, il va donc ressortir si sa demande de remise en liberté... La question juridique que moi je me pose en tant qu'avocat... Après, on va écouter Jean. La question sur le plan procédural que je me pose, c'est est-ce que Nicolas Sarkozy, et c'est ses avocats qui devront étudier la question et voir si ma question est stupide ou pas, est-ce que Nicolas Sarkozy peut demander sa mise en liberté provisoire avant même d'être incarcéré, obligeant alors les juges à statuer dans le délai de 2 mois, donc peut-être avant son incarcération. Ça, c'est un petit pose cette question. C'est loin d'être stupide. Je pose cette question. Non, là, vous ne posez pas la question, vous venez peut-être de lui donner une idée, et peut-être que demain, il va vous appeler, il va vous dire, je vous ai vu sur le plateau de Magali Berda, vous êtes maître Bitton, écoutez, je crois que vous avez des bonnes idées, prenez-moi en client. Je pense que la question peut se poser d'un point de vue procédural. Voilà. Ok. Alors Jean Messia, je le redis, porte-parole et orateur national du Parti Reconquête, d'Éric Zemmour et de Sarah Knafo. Qu'est-ce que vous pensez, Jean Messia, de cette décision sur Nicolas Sarkozy ? Moi, je pense que cette décision, d'abord, elle me choque, évidemment, et je suis totalement contre.
mais elle ne peut être comprise qu'à la lueur de l'évolution institutionnelle qui a eu lieu depuis 2013. Qu'est-ce qui se passe en 2013 ? En 2013, il y a 2 principes dans l'année 2013 qui arrivent dans l'environnement juridique. Le premier, c'est l'exécution provisoire. Avant 2013, il n'y avait pas d'exécution provisoire. Rappelez-vous de l'affaire Cahuzac, il n'y a pas eu d'exécution provisoire pour Cahuzac, dont il a été parfaitement démontré qu'il a fait de la fraude fiscale en bande organisée presque. Bon. Donc, l'exécution provisoire est un principe attentatoire à l'effet suspensif d'une condamnation. Maître Bitton l'a rappelé il y a un instant. Et la deuxième évolution institutionnelle alors, qui permet cette condamnation... excusez-moi Jean, qu'est-ce que ça veut dire ? Pardon, mais moi c'est faut quoi ? qu'on comprenne. Je comprenne la phrase attentatoire de machin, je comprends pas. C'est-à-dire, c'est très simple. Vous êtes condamné en première instance à une peine de prison. Okay. Si vous faites appel, en principe, l'appel est suspensif. Ça veut dire que quand vous serez jugé en appel, on peut très bien casser et changer le jugement du tribunal correctionnel. Très bien. Donc si vous faites une exécution provisoire au jugement de première instance, imaginez que la cour d'appel dise finalement il est innocent. Vous allez avoir fait des années de prison pour rien. D'accord ? Et dans la plupart des cas, vous ne serez même pas dédommagé, si vous voulez. Donc déjà, la notion d'exécution provisoire mise en place par Hollande, et le gouvernement Hollande à l'époque en 2013, est déjà scandaleuse. Et le deuxième scandale, c'est cette notion de parquet national financier. Le parquet national financier, c'est une instrumentalisation de la justice pour dégommer notamment les personnalités de droite. Le parquet national financier aujourd'hui, il siège une écrasante majorité de juges qui appartiennent aux syndicats de la magistrature, dont ils ne font pas secret d'être d'extrême gauche. Un petit message, moi, au parquet national financier. Alors, vous avez tout mon respect. Moi, je vous adore. Voilà. Non, mais voilà. Donc, d'ailleurs, la preuve depuis que l'exécution provisoire existe et le parquet national financier existe. Ça existe depuis quand le parquet national 2013, la même année. Ah, donc c'est Hollande qui a créé ce parquet ? Exactement, c'est 2 procédures d'exception, donc exorbitantes du droit commun, puisque le parquet national financier vient en rajout des juridictions qui existent déjà. Et le but, c'est de les instruire. C'est en fait une sorte de nouvelle guillotine. C'est une guillotine, mais cette fois-ci, c'est une guillotine judiciaire. Donc vous pensez que le parquet national financier a été créé pour dégommer les gens de droite ? Je vais poser ce soir une question. J'en connais un qui a peur. Non mais je vais poser ce soir une question et peut-être Maître, vous allez me répondre. Alors pourquoi vous n'êtes pas en prison, Jean Messia ? Mais non mais c'est-à-dire, moi j'ai jamais eu des velléités de devenir président de la République, si vous voulez. J'ai pas exercé de poste ministériel. Oui, mais Nicolas Sarkozy, c'est fini. C'est Fillon, c'est Sarkozy, etc. Mais c'est des gens qui ont une envergure. Mais il n'a plus vocation à être candidat, Nicolas Sarkozy. Magali, une question très simple. Depuis 2013, combien de personnalités de gauche ont été mises en cause par le parquet national financier ? Combien de personnalités de gauche ont écopé d'une exécution provisoire ? Donnez-nous la réponse. Aucune en tout cas. Peut-être qu'ils font moins de bêtises. Aucune. Donc on voit bien, si vous voulez, que ce sont, encore une fois, des procédures exorbitantes. Ça veut dire que normalement, l'état du droit avant 2013 permettait de juger les gens. Pourquoi mettons en place ces procédures qui viennent faire apparaître une sorte d'exceptionnalité de juridiction? Et évidemment, quand on sait, si vous voulez, que la magistrature de manière générale, parce que le principe d'indépendance et d'impartialité de la justice, c'est du vent, c'est du flanc. Parce que quand vous avez un syndicat d'extrême gauche qui s'affirme comme tel, qui représente plus d'un tiers des magistrats, ça c'est d'extrême gauche. Respire un peu. Mais il y a aussi les magistrats de gauche. Donc on peut penser qu'entre l'extrême gauche et la gauche, on a une majorité... tout ce que vous dites n'engage que vous, je le précise quand même. De magistrats de gauche. Donc si vous... attendez, le syndicat de la magistrature, il tient un stand à la fête de l'humanité. Ça avait ému jusqu'au garde des Sceaux SOTS, Dupond-Moretti, qui s'était ému quand il était ministre de la Justice, il s'était ému que le syndicat de la magistrature, qui est censé quand même représenter des magistrats, ils entachent leur indépendance en participant à une fête politique. Alors, on va revenir, restez avec nous. Nicolas Sarkozy en prison, alors que des criminels bien plus dangereux, comme l'assassin de ma belle-sœur, parce que j'en ai parlé aujourd'hui sur mes réseaux sociaux, sont en liberté après avoir tué 2 personnes et se baladent tranquillement dans la rue. Alors, faut-il poser aussi cette question ? Notre justice est-elle devenue laxiste quand ça l'arrange ? Et je vais donner la parole dès notre retour à Avi Bitton, qui va répondre à Jean Messia sur ce qu'il vient de dire par rapport à la gauche et la droite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent
Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h28, nous sommes en direct du lundi au jeudi. On vit pas dans la même France. On parle ce soir d'un sujet très intéressant. Est-ce qu'un ancien président de la République en prison, est-ce que ça vous choque suite à la condamnation de Nicolas Sarkozy qui est tombée aujourd'hui, où il a été condamné à 5 ans de prison ferme avec un mandat de dépôt différé, c'est-à-dire qu'il risque de rentrer en prison à partir du 14 octobre. Je crois que c'est ce qu'on a appris tout à l'heure, grâce à Maître Avi Bitton, qui est avocat influenceur, multi-centaines de milliers de followers. Il s'approche du millionnaire de followers. Il a quasiment 1 million d'abonnés, ce qui est incroyable. Donc, il a sa place sur la chaise des influenceurs ce soir. Il viendra fêter le million ici d'ailleurs. Exactement. Maître Avi Bitton, qui va débattre de ce sujet en face de Jean Messia, porte-parole et orateur national du Parti Reconquête, donc le parti d'Éric Zemmour et Sarah Knafo. Il n'est pas content, Jean Messia. Il nous explique, alors je résume pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Jean Messia nous explique que ce qu'il pense, c'est que, alors je ne savais pas que c'était François Hollande en 2013, mais j'ai appris des choses, j'apprends tellement de choses dans cette émission. En 2013, c'est ça ? Surtout si c'est avec moi. Bah évidemment. Voilà. 2013, Jean Messia, 2013, ouais. François Hollande a créé l'exécution provisoire. D'abord, et ensuite le parquet national financier. Et il a créé le parquet national financier qui n'existait pas avant. Exactement. Et bah dis donc. Et donc, pour lui, et je dis bien pour lui, parce que ses propos n'engagent que lui. Non, mais c'est factuel. C'est un mouvement de la gauche qui voudrait faire condamner la droite. Et de la gauche judiciaire. Oui, voilà. Peut-être parce qu'il y a moins de condamnés à gauche qu'à droite. Mais il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas, il a dit. À gauche. Bah voilà, parce Mais qu'ils Bon, c'est quand même ça pose problème. Mais Quel réglo Ils sont réglo. Ah bah oui. Bah, tape Wikipédia, affaire qui concerne la gauche, tu vas voir. Maître Avi Bitton, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse de Jean Messia, vous ? Écoutez, moi je suis passé par le parquet national financier. Quand j'ai été étudiant, j'ai fait un stage là-bas, en juridiction. J'ai voulu y aller, mais ils n'ont pas voulu moi. Les magistrats que j'y ai côtoyés, j'ai pas l'impression que c'était des gauchistes. Parfois même, j'ai eu l'impression contraire. La magistrature, elle est à l'image de la société française. Elle est assez diverse. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'abord, on ne peut pas dire que un tiers des magistrats font partie du syndicat de la magistrature. Mais si, ils sont élus. Non. Tous les magistrats ne sont pas syndiqués. Lorsqu'il y a des élections professionnelles, effectivement, on a les scores. Vous avez le syndicat de la magistrature plutôt classé à gauche, extrême gauche, qui fait à peu près 30% des voix. Pardon. Mais qui vote pour eux, monsieur ? Et puis, vous avez le reste, c'est-à-dire les 2 tiers des magistrats qui votent pour les autres syndicats, l'USM, l'Union syndicale des magistrats, qui n'est pas à gauche, et le syndicat Unité magistrat qui est plutôt apolitique et qui fait des propositions. Voilà. Je résume. Si vous voulez, les magistrats sont à l'image de la société française. Attendez, Jean Messia, attendez. Voilà. Maître, ce que vous dites est très vrai. Attendez, je peux juste résumer pour nos auditeurs un tout petit mot. Vous avez l'air de dire que le syndicat de la magistrature et les syndicats que vous avez cités sont des espèces d'unités gazeuses qui ne sont pas élus par des magistrats en fonction. Donc si un magistrat en fonction vote pour le syndicat de la magistrature, qui, je le répète, est classé à l'extrême gauche, c'est-à-dire que ce magistrat, par définition, n'est pas d'extrême droite. On peut être d'accord là-dessus. Je ne sais pas qui fait les classements. En tout cas, effectivement, vous pensez que l'analyse de Jean Messia n'est pas bonne ? Non, mais si vous voulez, je pratique la justice depuis 20 ans, de l'intérieur. Je peux vous dire que des magistrats, j'en ai rencontré de toutes les couleurs politiques, de tous les bords, de toutes les origines sociales. C'est une profession, une fonction publique très diverse, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Lorsqu'il y a des élections professionnelles, vous avez effectivement environ 30% des magistrats qui votent pour le syndicat de la magistrature qui est de gauche, et vous avez tout le reste, donc environ 70% qui votent pour les deux autres grands syndicats, Unité magistrats et l'USM, qui ne sont pas des syndicats de gauche. Et tout ça se retrouve dans la composition. Et je rappelle quand même que dans les tribunaux, il y a beaucoup de collégialité. C'est-à-dire que quand vous êtes jugé par un tribunal, vous n'avez pas un juge qui risque d'être orienté politiquement. Vous avez souvent 3 voire 5 juges. Si vous êtes en train d'expliquer aux Français ce soir que la magistrature, que les magistrats de manière générale n'ont aucun rapport avec la gauche, vous allez faire rire la France entière. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si vous avez, ils sont divers comme la société française. Il y a eu un sondage l'année dernière
qui dit que 2/3 des Français ne font pas confiance à la justice. Et 77% des Français qui trouvent que la justice n'est pas assez sévère. Donc, quand on voit que c'est des pourcentages inverses pour la police, c'est-à-dire que vous avez 2/3 des Français qui font confiance aux forces de l'ordre, alors que 2/3 des Français ne font pas confiance à la justice, c'est qu'il y a quand même une raison. Alors, la raison pour laquelle les Français ne font pas confiance à la justice, c'est peut-être parce qu'ils entendent beaucoup de discours dans les médias qui décrédibilisent la justice. Moi, je peux vous dire... c'est absolument pas vrai. Moi, je peux vous dire que les justiciables que j'ai défendus, qui sont passés devant la justice, en sortant du tribunal, pour la grande majorité d'entre eux, même quand ils perdent leur procès, disent la justice, c'est quand même une belle norme. Moi, j'ai une demande à vous faire, puisque vous dites que effectivement, quand on sort de la justice, c'est les médias qui inventent que la justice des fois n'est pas. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Je prends un exemple personnel, mais qui me touche et que beaucoup de gens connaissent. Ma belle-sœur a été assassinée. C'est pas un délit financier, c'est un assassinat, d'accord ? De plus de 40 ou 50 coups de couteau. Son fiancé aussi. Double assassinat. Le gars, il va en prison. Il va en prison, il sort parce qu'il fait une demande de remise en liberté. Le juge d'instruction ou le juge des libertés, je ne sais pas, je ne vais pas dire de bêtises, le convoque pour sa demande de remise en liberté et oublie de convoquer le curatelle ou le tuteur. C'est-à-dire il oublie de signer une convocation. Le gars se retrouve le jour même dehors, dans la rue. Quand il sort, il demande rendez-vous au juge d'instruction et en plus il avoue le meurtre. Ça veut dire qu'il sort et il dit « je reconnais que je les ai tués tous les deux ». Et aujourd'hui, il est dehors ce monsieur. Et mon mari, mes nièces, etc. pleurent leur maman. Donc comment vous voulez dire que c'est les médias qui disent qu'il y a un problème ? Comment on peut dire à ces gens-là « bah non, la justice va bien ». Comment pour un assassinat, pour un oubli de signature, on laisse sortir des gens ? Madame Berda. On va vous répondre juste. Vous restez avec moi, vous allez me répondre parce que je veux votre réponse. Restez avec nous, Magali Berda sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Bravo pour votre score d'audience, ça devient impressionnant. Faites attention, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, nous sommes en direct, il est 20h36. Je reçois ce soir Maître Avi Bitton qui est avocat. Influenceur avocat, puisqu'il a quasiment 1 million d'abonnés, c'est pour ça qu'il a ce siège-là d'influenceur ce soir, qui débat en face de Jean Messia, qui est porte-parole et orateur national du parti Reconquête. Alors, on a parlé donc de Nicolas Sarkozy qui a été condamné aujourd'hui à 5 ans de prison ferme. Est-ce que vous êtes choqué, pas choqué ? C'est un vrai débat. D'ailleurs, réagissez sur les réseaux sociaux. Mathias va lire 2-3 commentaires qu'on a sur les réseaux sociaux dans quelques minutes. Et est-ce que la justice est-elle laxiste ? Alors, j'ai réexpliqué qu'effectivement, les délits financiers, c'est important et bien évidemment qu'il faut condamner, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais on a beaucoup de gens aussi qui réagissent, et moi, la première, je le pense parce que je l'ai vécu, que pour les délits financiers, souvent, ils sont beaucoup plus sévères de droite. Pas de gauche. Ah, c'est vous qui le dites. Des criminels, par exemple. Et je prends l'exemple de ma belle-sœur qui a été assassinée. Donc, je réexplique vite fait la situation. Elle a été assassinée. Son fiancé a été assassiné. Double homicide. Le meurtrier est interpellé. Il est incarcéré. Il demande une remise en liberté. Le juge le convoque. Oublie de convoquer son tuteur ou son curateur, je ne sais plus exactement, donc il oublie de signer un papier. Du coup, c'est un vice de procédure. Le meurtrier se retrouve dehors le jour même. Donc, allez expliquer ça à la famille qui ne peut pas l'entendre et le comprendre. Et il est dehors aujourd'hui, dans les rues de Marseille, tout va bien, on peut le croiser dans la rue, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un laxisme aujourd'hui de la justice ou comment c'est possible que pour un meurtre, on fasse des sorties de prison pour des erreurs judiciaires. L'erreur d'un juge qui brise une deuxième fois les familles de la victime. Et je parle pour moi parce que je l'ai vécu, mais je parle aussi pour tous les témoignages que j'ai reçus de familles à qui c'est arrivé et qui ne peuvent pas s'exprimer comme moi je m'exprime ce soir. Si vous saviez combien il y en a. Donc, comment on peut dire que la justice n'est pas laxiste aujourd'hui ? Madame Berda, l'affaire que vous décrivez est évidemment dramatique. Elle est dramatique pour la famille, elle est dramatique pour la société. Maintenant, il faut se souvenir quand même que la justice est humaine. Et que l'erreur est humaine. Et puisque la justice est humaine, eh bien, c'est humain qu'elle commette des erreurs. Ça, je l'entends. Elle a commis une erreur de procédure dans cette affaire. Et effectivement, quand la loi prévoit
qu'un document doit être signé, qu'un curateur doit être prévenu, etc., eh bien, effectivement, si ce n'est pas fait, à ce moment-là, la loi est faite de telle manière que le juge n'a pas le choix. Oui, mais il doit remettre en liberté la personne. Okay. Maintenant, ce que je veux dire quand même, s'il vous plaît, c'est que les médias ont un effet de loupe. C'est-à-dire que lorsque une erreur se commet sur des centaines de milliers d'affaires qui ont été traitées correctement, où les juges ont fait leur travail, où il n'y a pas eu d'erreur, effectivement, les médias, et c'est compréhensible, vont braquer les projecteurs sur cette erreur et vont donner, par cet effet de loupe, le sentiment que la justice fait des erreurs tous les jours. Alors que tous les jours, la justice fonctionne correctement et que parfois, c'est vrai, il y a un accident qui est dramatique, mais ça peut arriver. Oui, mais on ne peut pas dire ça aux enfants d'une maman qui a été assassinée. En fait, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'une erreur, je l'entends, ça arrive à tout le monde, hein. Alors, franchement, c'est pas le sujet. Vous voulez que je vous dise, on n'en veut même pas à la juge qui a fait cette erreur-là. Là où on en veut à la loi qui n'est pas changée, ou pour des cas de crime, des cas de meurtre, il existe une loi justement qu'il faut faire supprimer. On ne remet pas un assassin en liberté, surtout qu'il avoue le meurtre, donc il n'y a même pas de présomption d'innocence, et qui met en danger la société entière, parce que ce gars-là qui les a tués en pleine nuit, il peut très bien tuer sa voisine. Donc c'est de la folie. C'est-à-dire qu'on est sur des... Là, je parle pas... Et un délit financier, on voit Nicolas Sarkozy aujourd'hui prendre 5 ans de prison sur un truc de financement de... Vous voyez, c'est hyper... Enfin, on a l'impression que c'est hyper injuste. Jean Messia, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je suis en total désaccord avec ce que vient de dire Maître Bitton. D'abord, Maître Bitton nous parle des médias. Je ne sais pas quels médias vous regardez, mais les plus grosses audiences, c'est les médias du service public, maître. Et les médias du service public, excusez-moi, que ce soit France Télévisions, France Inter, France Info, France 5, ne sont pas particulièrement connus pour abriter, je dirais, des gens de droite qui sont particulièrement critiques vis-à-vis de l'institution judiciaire. Bien au contraire, ils sont plutôt très critiques vis-à-vis de ce qu'ils appellent les violences policières et les violences policières systémiques, le racisme systémique, enfin toute cette logorée gauchiste qu'on entend à longueur de journée sur les antennes du service public, de l'audiovisuel. Ça, c'est la première chose. Donc, si les médias n'ont aucun rôle là-dessus, à part, justement, essayer de tempérer, justement, le laxisme judiciaire. Mais, pour aller dans votre sens, je dirais que la justice n'est pas tout le temps laxiste. Je dirais, ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui. J'en veux pour preuve, et là, je peux vous en donner des tas d'exemples. L'affaire Sarah Halimi. L'affaire Sarah Halimi, qui a quand même scandalisé, et à juste titre, la totalité de notre pays, des gens de notre pays, c'était quoi ? C'était un type qui s'appelle Kobili Traoré, d'origine africaine. Le procureur de la République a eu cette phrase, mais extraordinaire. Il a dit oui, c'est antisémite, mais le discernement du présumé coupable était aboli. Mais que diantre ? Comment est-ce possible ? L'antisémitisme, c'est une pensée. C'est-à-dire que le gars qui tue une dame âgée avec des insultes antisémites, qui la défenestre avec des propos antisémites, le type qui emmerdait tout son quartier pendant des semaines, sinon des mois ou des années, et dont on sait qu'il n'était pas particulièrement fou, la justice décide pour le cas de Kobili Traoré, parce que là, c'est le mauvais coupable, parce qu'il est racisé, comme disent les gens de gauche, la justice décide, alors que normalement, la prise de stupéfiants est un facteur aggravant. La justice décide que ce type est irresponsable. Donc, tenez-vous bien, Kobili Traoré, qui ne souffre d'aucune maladie mentale, donc il ne sera pas interné dans un hôpital psychiatrique ad vitam aeternam. Mais en même temps, comme il est irresponsable devant la justice, il n'ira pas non plus en prison. Et donc ce type est libre. Ce type est libre. Donc si vous voulez, vous avez pris un exemple personnel, moi j'en prendrai un autre. Récemment, je me suis pris un raid de plusieurs milliers d'attaques sur les réseaux sociaux, en provenance pour 99,99% de la diversité et de la diversité islamisée qui me traite de sale arabe, de nègre maison, d'arabe de service, etc. Enfin des trucs horribles. Le parquet a connaissance de ces insultes. Que fait le parquet ? Il va trier dans les centaines et les milliers d'insultes que j'ai reçues, il va choper le seul connard qui habite Versailles et qui me traite de bougnoule. Il va prendre ce gars-là et il va
abandonner les poursuites contre les autres et il va ériger ce type qui habite Versailles, qui a un patronyme français, français de souche, pour le déférer devant la 17e chambre pour injure à caractère raciste. Pourquoi ? On voit bien, si vous voulez, que lorsque La Fontaine disait que vous soyez puissant ou misérable, la justice vous rendra blanc ou noir, notre magistrature aujourd'hui a inversé le propos, que vous soyez blanc ou noir, la justice vous rendra puissant ou misérable. Après, moi, je sais que c'est difficile aussi de dire, bah oui, mais ils ont choisi. Comment vous savez qu'ils ont choisi ? Attendez, quand vous avez des milliers de comptes avec des patronymes qui ne laissent entendre aucune ambiguïté. Ça se trouve, derrière ces comptes-là, c'était peut-être que des Français de souche. D'accord, non mais ça... On sait jamais. Non mais, okay. Ils n'ont pas vérifié toutes les identités. D'accord, mais alors quand c'est des mecs qui ont des patronymes... Dans ce cas-là, ça peut être l'inverse pour celui qui m'a insulté, qui habite Versailles et qui a un patronyme français. Pourquoi ils ne se sont pas dit, tiens, ça peut être un racisé ? Parce qu'ils ont vraiment... ils ont pris celui-là parce qu'il était... Non, je pense que là... vous allez loin. Non, je pense qu'il y a un biais idéologique. Vous savez, en fait, depuis comment dirais-je, la charte du syndicat de la magistrature d'extrême gauche et non pas de gauche, il y a un biais en faveur de ce qu'ils appellent les dominés. La justice considère que lorsque le coupable est noir ou arabe, pour parler clairement, eh bien, ce n'est pas lui qu'il faut juger, mais la prétendue société qui en a accouché. Donc les juges sont là en réalité pour juger la société et non pas pour juger le coupable d'un crime. Dans beaucoup de cas, c'est comme ça. Ce qui explique... Les gens ils spéculent vraiment à chaque fois sur les insultes à chaque fois c'est les noirs et les arabes, etc. Et en fait non, on peut prendre l'exemple de Magali, le cyberharcèlement que tu as vécu avec les condamnations. Moi honnêtement je peux pas vous laisser dire ça. Oui, mais vous n'êtes pas politique. Non, je suis d'accord, mais vous voyez bien que le parquet, quand il sélectionne le seul Français de souche qui me traite de bougnoule, quel message il m'envoie ? C'est de me dire, en fait, vous n'êtes pas en train de vous battre contre la vraie haine. La vraie haine, c'est une haine française, nationaliste, etc. Alors, il n'y a pas de haine. Là, le plus grave, c'est pas l'identité des gens. C'est vraiment les tweets, c'est pas l'identité des gens. On s'en fout de l'identité des gens. C'est vraiment les tweets. Mais les tweets, c'est pas des robots qui les émettent. Oui, il y a bien de la chair et du sang derrière. Moi, je pense que vraiment le parquet ne sait. Enfin, je peux pas vous laisser dire ça, Monsieur Messia. Attendez, vous pouvez. Si vous allez me laisser le dire parce que c'est arrivé. Ok, voilà. Mais je suis pas d'accord avec vous. Je peux même pas vous laisser dire ça de façon. Maître Biton, allez-y, à vous. Écoutez, moi je pense que dans un débat, c'est toujours dangereux de tirer une généralité à partir de tel ou tel cas particulier. Donc moi, je vais tout simplement vous donner les statistiques officielles et vous allez me dire si la justice est laxiste ou pas. Je vous donne les chiffres dans leur généralité et non pas sur telle ou telle affaire anecdotique. La France est un des pays d'Europe qui a le taux d'incarcération le plus élevé. C'est-à-dire que sur 100 000 habitants, vous avez 112 détenus en France. C'est le double de la Norvège, de la Finlande et des Pays-Bas. Et c'est beaucoup plus élevé que l'Allemagne, qui n'a que 71 détenus sur 100 000 habitants, alors que nous, on en a 112. Premier chiffre. Profil des détenus. Deuxième chiffre, ça c'est un autre débat. Deuxième chiffre, le nombre de détenus en France est à un niveau record. Nous avons 84 000 détenus en 2025 pour 62 000 places. 84 000 détenus pour 62 000 places. Jean Messia. Ok. Alors Jean Messia veut réagir à ça. Et surtout, je donne un dernier chiffre, et après vous pourrez les commenter, on pourra en débattre. Dans les années 80, la peine de prison moyenne qui était prononcée, c'était 5-6 mois de détention dans les années 80. En 2023, nous sommes passés à plus de 10 mois de détention en moyenne. C'est-à-dire que les peines de prison prononcées ont doublé. La justice est-elle laxiste ? Elles ont doublé avec une justice laxiste, c'est ça le problème. Elles ont doublé, je vais vous dire pourquoi. En fait, ce que vous dites ne vient pas du tout en contradiction avec l'idée que la justice est laxiste. Parce que si vous avez, si vous voulez, un choc exogène de criminalité et de délinquance, puisqu'on sait très bien que depuis les années 80, on a quand même une politique migratoire dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est tout sauf restrictive.
On a 500 000 personnes exogène, qui rentrent par an. vous voulez dire quoi, Jean Messia? Je veux dire qu'on a un choc de criminalité et de délinquance en provenance de certaines immigrations sur le territoire. On le voit très bien dans des grandes villes comme à Paris, à Marseille, etc. Et donc évidemment que lorsque vous avez des places de prison dont le nombre est visqueux, c'est-à-dire que ça n'augmente pas tous les ans, mais que vous avez une masse de délinquance et de criminalité qui augmente à la fois en interne, mais aussi par les gens qu'on importe, effectivement que la justice, la police, etc. demandent sans cesse plus de moyens. Alors moi je peux vous dire juste quelque chose parce que c'est absorbé par les vagues de criminalité extérieure. Vous êtes en train de dire que il n'y a pas de statistiques ethniques en France, donc ce que vous dites là c'est pas vrai. Et ensuite, juste une chose, je tiens à vous dire un truc, c'est que vous dites que c'est certaines personnes qui sont issues de l'immigration, qui sont souvent qui font partie de ces relax de la justice. Oui. Et ben moi je vais vous dire, l'assassin de ma belle-sœur, il fait pas partie de l'immigration. Mais c'est pas savoir, mais c'est pas. Parce que. Non mais attendez, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas des criminels et des délinquants. D'accord, mais en fait, ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est que c'est vous englobez. Non mais attendez, quand vous dites qu'il n'y a pas de, quand vous dites qu'il n'y a pas de statistiques ethniques, donc ça serait un sujet qui serait interdit. Je suis désolé, la gauche, pour nous expliquer que quand vous êtes noir ou arabe, vous êtes discriminé à l'emploi ou au logement, il se base sur quelles statistiques ethniques pour le dire? Alors il y a des âneries qu'on peut dire parce qu'elles sont machistes. Il se base sur des témoignages. Moi, vous voulez des témoignages, venez avec moi à la prison de la Santé, regardez la gueule des détenus, on va parler des témoignages. Jean Messia. Excusez-moi. Oui, maître. Si on veut parler de réalité et de statistiques, à ce moment-là, il faut être complet, il faut donner toutes les statistiques et toutes les réalités. Moi, j'étais à la prestation de serment de mon avocat collaborateur il y a environ une semaine, et sur une vingtaine de nouveaux avocats, vous en aviez un bon quart qui avaient des noms, effectivement, d'origine immigrée dans l'avocature. Et si je prends l'exemple effectivement des cadres qui viennent me consulter, qui font marcher l'économie française, qui sont à des hauts postes de responsabilité, je retrouve cette statistique, j'en ai un bon quart qui sont effectivement d'origine maghrébine ou africaine. Mais moi, je vais vous dire la vérité, ça me met très mal à l'aise là qu'on soit en train de faire un débat sur. Je ne voulais pas du tout parler des statistiques. Non, je sais, mais si on donne certaines statistiques négatives, il faut aussi donner les statistiques positives. Ou alors, il faut que Jean Messia fasse une mise à jour de ChatGPT. Non mais parce que là les chiffres ils sont pas bons. Ah si, les miens sont bons. Non mais Magali, vous avez dit que vous vous basez sur des témoignages. Je vais vous prendre un exemple très simple. Prenez des femmes qui se font agresser ou harceler sur la voie publique. Faites-les témoigner sur les profils de leurs agresseurs en général. Si jamais les agresseurs ne sont pas les profils issus de certaines immigrations, je suis prêt à venir ici et présenter mes excuses à vos auditeurs. Alors, si je peux répondre à ça, parce que ça fait 20 ans que j'exerce en droit pénal, notamment dans des affaires de crimes sexuels. Vous avez donné l'exemple des agressions sexuelles sur la voie publique. Parlons, dans ce cas-là, des agressions et des crimes sexuels au sein de la famille. Et là, je peux vous dire que les profils ne sont pas spécialement issus de l'immigration. Attendez, j'ai jamais contesté ni nié le fait que nous avons une criminalité, entre guillemets, maison. Comme tous les pays du monde, nous avons effectivement des délinquants et des criminels qui s'appellent Paul, Robert, Alain, etc. C'est bien de le dire aussi, c'est important de le dire. Mais c'est pas, ce que je comprends pas, si vous voulez, c'est qu'à partir du moment où on a dit ça, en quoi ça constitue un prétexte ou une justification pour en importer d'autres de l'étranger? C'est quand même incroyable. Mais dans ces cas-là, je peux vous dire aussi autre chose. C'est que nous avons chez nous, avant, effectivement, de faire prendre des risques aux Français. Mais il y a des victimes aussi issues de l'immigration. Les victimes aussi sont issues d'immigration. Mais bien sûr. Il y a aussi des cadres et des ingénieurs issus de l'immigration. Et il y a aussi des avocats, des juges. Vous n'avez pas à me le rappeler, je suis moi-même issu de l'immigration. Moi aussi, je suis arrivé en France en 1983, j'ai été naturalisé en 1987. J'ai été naturalisé en 90. La France m'a offert cette chance de pouvoir devenir avocat. Oui. Mais c'est vrai, maître, vous avez raison, mais le problème aujourd'hui, c'est que là où naguère on exigeait l'assimilation à l'immigré qui arrivait, vous voyez bien qu'aujourd'hui, la République française n'exige plus l'assimilation. Au contraire, vous avez une idéologie qui encourage les immigrés, non seulement à rester ce qu'ils sont, mais à cultiver leur pays d'origine. Bon, le sujet de l'émission, c'est pas l'immigration, les amis, le sujet de l'émission, c'était la justice. Donc, c'est lié. Arrêtez, c'est pas possible. Non, je vous laisserai pas dire ça. Alors, on va faire les questions flash and cash.
Et alors, attention. Flash et cash. C'était pas prévu. Alors, C'était les prévu, questions, ça oui, c'était prévu. Vous écoutez pas notre émission, monsieur l'avocat? Bah, monsieur Non, l'avocat. on m'a pas informé, mais on va faire flash and cash, Alors, allons-y. Flash and cash, c'est des questions simples, sans filtre, direct. Une question, une réponse. On va vite. On va vite, Jean Messia. Tout va bien se passer. Ok. Jean Messia, Emmanuel Macron a échoué à atteindre son objectif de 15 000 places de prison. Échec personnel ou simple promesse électorale oubliée? Les deux. Ah, ok. Maître Avis Bitton, la réforme de la justice par Dupond-Moretti, vraie avancée ou poudre aux yeux? Vraie avancée. Jean Messia, Marine Le Pen à l'Élysée en 2027, scénario crédible ou cauchemar? Scénario pas crédible. Non, scénario crédible ou cauchemar? On le prononce pas. Pourquoi? Bizarrement, il se prononce plus, le petit Jean Messia. Ah, il fait le politique là. C'est pas crédible. Pourquoi? Pourquoi c'est pas crédible? Parce que vous avez les affaires judiciaires, c'est toujours pareil. Le parquet national financier, le guillotinage des personnalités politiques. Là, en plus, apparemment, il y a aussi un peu matière. Donc, bon. Ah, là, il y a matière. Sarkozy, il n'y a pas matière? Sarkozy a pas Mais je matière. croyais que c'était oui ou non. On peut Ouais, commencer c'est vrai, comme ça à l'infini, parce que moi, je demande un temps de parole. Ouais, vous avez raison. Maître Avis Bitton, si demain on vous propose de travailler au ministère de la Justice, est-ce que vous y allez? Ah oui? Avec Monsieur Darmanin? Oui. Moi, je trouve Oui. que c'est un super ministre, Monsieur Darmanin. Il fait des vraies propositions. Oui, je suis d'accord. Sur la surpopulation carcérale, effectivement, pour l'éviter et permettre des conditions de détention plus dignes, il propose effectivement la construction de prisons. C'est des projets crédibles. Jean Messia, pensez-vous qu'Emmanuel Macron va aller au bout de son mandat présidentiel? Oui, parce qu'il est trop narcissique. Ok, c'est votre réponse. Alors c'est moi qui ai une question. Est-ce que vous pensez que Gérald Darmanin va m'appeler après la déclaration que je viens de faire Écoutez, pour aller au ministère de la Justice? On essaiera de lui demander. On va essayer de Passez-le-moi. contacter le ministère de la Justice demain. Placez-moi. Ok. Envoyez-lui une vidéo. Alors Gérald Darmanin, si vous nous écoutez non mais en fait c'est comme Nicolas Sarkozy, je sais qu'il nous écoute de toute manière. Bonjour Gérald Darmanin, si vous nous écoutez, est-ce que vous pouvez contacter Maître Avis Bitton qui cherche une place? Je vous répondrai. Il veut se placer. Maître Avis Bitton. C'est vous qui me placez. Pensez-vous que le délai de je prends une com, hein, je vous le dis. Pensez-vous que je pense que le traitement d'un fonctionnaire au ministère de la Justice me permettra de vous... Pensez-vous que le Pas délai vraiment. de prescription en cas de violence conjugale, de viol, ne devrait pas passer à 99 ans comme le proposent certaines associations? Non, parce que c'est une fausse promesse qu'on fait aux victimes. On leur fait croire qu'elles peuvent attendre des décennies et des décennies pour déposer plainte et que la justice prendra leur plainte et qu'elle pourra la traiter correctement même 40 ans après. C'est de la poudre aux yeux. Il faut fixer une limite aux victimes, leur dire vous devez porter plainte le plus vite possible. Évidemment. Pour avoir des chances que l'auteur soit condamné parce qu'on aura suffisamment de preuves. Alors Jean Messia, Éric Zemmour sera-t-il candidat à la présidentielle en 2027? Je le souhaite. Vous allez être ministre avec lui? Bah oui. Ah bah c'est son rêve. Quel ministère? L'intérieur. Oh là là, foutu. Alors, Je ferai passer les spécialistes en sécurité On au bout de se 6 mois à historien. merci à tous, je vous souhaite une très belle soirée. Merci Jean Messia, merci Avis Bitton. On se retrouve lundi à 20h. Tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité, le parolier Claude Lemel. Oh, j'adore. Lemel. Il est très très bon, j'adore. Bonne soirée à tous et à lundi. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.